Bienvenue dans le podcast L'Ascenseur Social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Mariam, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, donc je m'appelle Mariam, comme tu l'as dit, j'ai 31 ans, je suis enseignante de SES, donc de sciences économiques et sociales, donc j'enseigne au lycée l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Je suis originaire du 95, donc j'ai grandi jusqu'à mes 26 ans à Garges-les-Gonesse dans le 95, qui est une des villes les plus pauvres de France. Voilà. Merci Mariam. Au niveau de tes études, peux-tu nous dire comment ça s'est passé au collège, au lycée, l'orientation, puis les études supérieures? Alors, ma mère a fait le choix donc de me mettre dans le privé, ce qui n'a pas été le cas de mon frère et de ma sœur. Donc, je suis la dernière, j'ai un grand frère et une grande sœur. J'ai été dans le privé à partir de la primaire parce que j'ai été inscrite en sport-études. Donc, le matin, je faisais de la gym et l'après-midi, j'allais à l'école. J'ai arrêté au collège parce que j'étais très nulle. J'étais très nulle en gym et que ça ne me plaisait pas. J'ai continué dans le privé, donc à Stein. Ensuite, j'ai poursuivi au lycée, toujours dans le privé, à Saint-Denis. Et après le lycée, donc déjà pendant le lycée, s'est posé la question de mon orientation, quelle filière faire. Bien évidemment, ma mère aurait aimé que je fasse une S, la voie qui jouit d'un très grand prestige et qui est réputée comme ouvrant toutes les portes. Mais j'étais pas à l'aise en mathématiques, j'étais pas non plus à l'aise dans les matières scientifiques globalement. Sans être mauvaise, j'étais pas ni à l'aise ni bonne d'ailleurs. Mon professeur de l'époque nous avait conseillé au vu de mon profil une ES, c'est ce que j'ai choisi. Et du coup, j'ai eu un bac ES. Donc, j'ai obtenu mon bac. C'est posé la question ensuite de la poursuite de mes études dans le supérieur. Et là, ça a été la grande difficulté parce que je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Il y avait de nombreux métiers qui m'étaient complètement inconnus. Des métiers comme le contrôle de gestion, comme je sais pas moi, travailler dans la gestion de patrimoine, des métiers qui m'étaient inconnus. J'ai fait un peu mes choix par défaut. Alors là où j'ai eu de la chance, c'est que j'étais une bonne élève. J'étais la première de ma classe. Et j'ai postulé dans des prépas, ce que m'avaient conseillé mes enseignants, mais je ne savais pas du tout à l'époque ce que c'était qu'une prépa, ni vers quoi ça pouvait aboutir. Et j'ai aussi postulé, mais alors vraiment par hasard, à Dauphine, qui était un établissement que je ne connaissais pas, parce qu'une copine à moi a postulé à Dauphine, tout simplement, et je me suis dit, ça a l'air cool, je vais postuler aussi. C'est qu'après avoir postulé que j'ai un peu compris que c'était un établissement renommé. D'ailleurs, c'était la seule fac qui recrutait sur dossier. Et j'ai été, à ma grande surprise, admise à Dauphine. Et donc, j'ai fait à Dauphine une licence d'éco-gestion. En troisième année, je me suis spécialisée en troisième année en gestion et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et j'ai basculé en licence de sociologie au deuxième trimestre. Donc à Dauphine, c'est un peu particulier parce que même en licence de sociologie, on continue l'économie. Donc c'est une licence qui s'appelle Sciences des organisations et des marchés, mention sociologie. J'ai adoré. J'ai continué une première année de sociologie, un M1 de sociologie et de sciences politiques. Et j'ai ensuite arrêté pour travailler un petit peu parce que je savais pas quel M2 faire. Puis j'ai repris un peu plus tard en master MEF, donc le master qui prépare
qui préparent au concours des enseignants. Merci Myriam. Justement, tu dis que tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur combien de temps tu as travaillé, dans quel type de poste? Alors oui, donc j'ai travaillé le temps de mes études, j'étais vendeuse chez André. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais je vendais des chaussures. Voilà. Quand j'ai arrêté en M1, j'ai été assistante pédagogique à Garges-les-Gonesse. Donc j'avais un premier pied dans l'éducation nationale. J'étais assistante pédagogique de mathématiques, alors que c'était pas vraiment mon fort dans un lycée, donc à Garges, le seul lycée général de Garges-les-Gonesse. Ensuite, l'année suivante, j'ai arrêté. J'ai eu une période de flou où je ne savais pas dans quoi travailler, quoi faire, où j'avais un peu j'ai eu du mal d'ailleurs à trouver du travail. Et puis un jour, on m'a contacté, le hasard. On m'a contacté parce que une amie de mon oncle, qui était professeure documentaliste à Garges-les-Gonesse, donc au collège cette fois-ci, qui était malade et donc en mi-temps thérapeutique, avait besoin de quelqu'un qui complète son service pour que le CDI puisse être ouvert. Mais manquant d'argent et de poste, j'ai été donc recrutée comme assistante pédagogique, mais pour faire le travail d'un professeur documentaliste. Donc le professeur documentaliste, c'est la dame du CDI, la dame avec ses lunettes qui dit chut, il y a trop de bruit ici, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans, je sais plus. Et dès la fin du lycée, je voulais passer le concours, enfin je voulais être enseignante de SES. Mais à l'époque, il y avait très peu de postes. Il me semble qu'au moment où je suis sortie du lycée, il y avait 61 postes au niveau national. Donc, en bonne petite fille issue de milieu populaire, qui n'a pas confiance en elle, qui se dit mais pourquoi moi, pourquoi je serais prise, je m'étais dit que c'était pas fait pour moi. Donc, j'avais abandonné l'idée. Puis, au moment où j'ai été professeure documentaliste, ça m'a plu et j'ai voulu préparer le concours. Donc, je l'ai un peu préparé, pas très sérieusement. Puis, je me suis rendu compte que vraiment, ce que je voulais, c'était être professeure en classe et de SES, parce que c'est vraiment une matière, on en reparlera plus tard, que j'adore. Enfin, une matière non, mais des disciplines, parce que c'est l'économie, la sociologie que j'adore. J'ai tenté ma chance, je me suis préparée et contre toute attente, je l'ai eu. Je l'ai eu la première année où je l'ai préparée, ce qui est assez rare. Voilà. Et du coup, quand je revois mon parcours, que ce soit pour la prépa, que ce soit pour Dauphine, que ce soit pour le concours, je me rends compte que la plupart du temps, celle qui se mettait des bâtons dans les roues, c'est moi. C'est mon manque de confiance en moi, en fait, et mon manque d'information, très clairement. Mais le fait que je manque de confiance en moi, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses à des moments où je voulais les faire, parce que je me disais toujours que j'avais rien de plus que les autres et qu'à partir du moment où il y avait de la sélection, il n'y avait aucune raison que je fasse partie des sélectionnés. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très 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 intéressant. Je me suis noté 2 petites choses. Tout d'abord, tu as arrêté les études et puis tu les as repris. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Ça exige beaucoup de courage et c'est aussi un cheminement qui est pas simple. Et aussi, tu as parlé du manque de confiance en toi et du manque d'information. Et c'est justement ce contre quoi essaye de lutter une association comme l'Ascenseur Social. Tu as aussi dit que tu venais d'un milieu populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ce que faisaient ou font tes parents, par exemple? Alors, oui. Donc, ma mère était, alors quand j'étais jeune, elle a été pendant un temps employée dans une banque. Puis, elle a été professeure d'alphabétisation donc pour la mairie de Garges-les-Gonesse. Elle a travaillé aussi dans des centres sociaux et culturels. Et elle a aussi fini par reprendre ses études. Alors, tu disais que reprendre ses études, ça demandait beaucoup de courage. En réalité, dans mon cas, pas tant que ça, parce que j'ai toujours arrêté en me disant je me laisse le temps de réfléchir. Mais dans ma tête, il n'était pas question que je ne reprenne pas les études. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Je savais pas quoi faire avec un M1 de sciences politiques et de sociologie.
Et d'ailleurs, tout le monde, quand j'avais changé de voie, me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Et en réalité, on rebondit toujours. On rebondit toujours. Donc, il faut arrêter de se dire, il n'y a pas de boulot. Il faut avoir le courage de faire ce qu'on aime et de se dire, bon, ben, tant pis. Hein, voilà. Mais par contre, là où celle qui a été vraiment courageuse, à mon sens, c'est ma mère, qui a repris ses études elle devait avoir au moins 50 ans, qui a repris une licence, qui a passé un diplôme, qu'elle a obtenu pour travailler ensuite dans une association, toujours à Garges-les-Gonesse, en tant que médiatrice école-famille. Donc, elle était contactée soit par des écoles, soit par les familles, quand il y avait des moments de tension, de conflit, enfin, des crispations, en fait, sur des situations assez particulières. Voilà, elle intervenait comme médiatrice. Génial, comme tu dis, ça demande du courage. Voilà, oui, tout à fait. Et pour mon père, en fait, mon père est décédé quand moi j'avais 2 ans. Mon frère et ma sœur étaient plus grands et ma mère nous a élevés tous les 3 seuls. Voilà, depuis le décès de notre père. Et voilà, ça demande d'autant plus de courage que voilà, qu'elle était seule avec des enfants et voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'ascenseur social pour toi et comment s'est-il exprimé dans ton cas? Alors, l'ascenseur social, je vais vous faire une réponse de professeur de SES. C'est ce qui permet donc une mobilité sociale ascendante. Donc, c'est ce qui permet de passer d'une position dans la société à une position plus élevée. Voilà, alors comment ça s'est traduit pour moi? Alors, moi, c'est toujours un peu délicat parce que au vu des différentes fonctions qu'a occupé ma mère, je ne sais pas si statistiquement je rentre bien dans cette idée d'ascenseur social. Mais bien sûr, en dehors des statistiques, bien sûr que c'est une ascension sociale que j'ai connue. Et ne serait-ce que d'avoir quitté Garges, ça se traduit aussi de manière, spatialement. J'étais en 95, je suis dans 94, j'ai habité à Nogent-sur-Marne. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je suis enseignante, donc du second degré. Donc, je fais partie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Voilà. Donc, on peut dire que tu as pris l'ascenseur social. Voilà, donc on peut le dire. Après, si tu veux, est-ce que je le ressens par rapport à ma mère? Pas forcément. Statistiquement, pareil, je suis pas sûre de rentrer dans les statistiques, c'est bien le problème des statistiques, c'est qu'il y a des situations un peu particulières. Mais oui, globalement, quand avec le recul, bien sûr que j'ai pris l'ascenseur social et je l'ai pris aussi grâce au choix qu'a fait ma mère pour moi, de m'avoir mis dans le privé, mais pas que, de m'avoir toujours poussé dans les études, etc. Justement, tu as parlé du fait que ta mère t'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont aidé justement dans ta réussite? Qui m'ont aidé. J'ai eu de la chance parce que j'ai souvent eu des professeurs qui croyaient plus en moi que moi en moi. Voilà, donc je me souviens qu'au moment où j'étais au lycée, que j'hésitais, c'était les professeurs qui m'avaient poussée à demander des classes préparatoires, même si je savais que ça correspondait pas vraiment à mon profil parce que j'étais pas une grande bosseuse. Et aussi, je pense que le passé militant de ma famille, parce que j'ai une famille militante, ça a aussi beaucoup joué dans ma réflexion, dans l'acquisition d'un esprit critique, dans le développement de ma réflexion. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais une tante qui est décédée aujourd'hui, mais qui, elle, me parlait souvent de grandes écoles. Elle me disait, oui, tu feras... Alors, bien sûr, dans sa représentation à elle, réussir, c'était être avocat ou médecin. Mais la première fois qu'on m'a parlé de grandes écoles, c'était cette tante-là qui était pionne, qui est restée des années durant pionne dans un collège, qui elle n'a pas fait de grandes études, mais bizarrement, elle a dû côtoyer des personnes qui elle en avaient fait, et elle avait comme ça des noms de grandes écoles, Polytechnique, l'ENA. C'est la première à m'avoir parlé des grandes écoles. Donc je dirais globalement les enseignants que j'ai eus et ma famille. Tu as parlé du fait que tu étais arrivée à Dauphine, qui n'est pas réputée pour sa mixité sociale.
Justement, quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face du fait de ton milieu social d'origine et comment les as-tu surmontés? Ça a été dur au début. Je me souviens de la première fois de notre pré-rentrée à Dauphine dans un amphi. Et je suis arrivée seule parce que j'étais la seule de mon établissement et de ma classe à avoir été admise à Dauphine. Je suis arrivée seule et je me souviens d'avoir observé autour de moi et d'avoir laissé un message à ma sœur en lui disant mais et j'ai envie de pleurer parce que je voyais le profil des personnes autour de moi et je me sentais très différente et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris ma première claque dans la tronche. Parce qu'on se rend tout de suite compte qu'on n'a pas les mêmes normes vestimentaires, qu'on n'a pas les mêmes façons de parler, qu'on n'a pas la même vie, qu'on n'a pas les mêmes activités, qu'on n'a pas... Ça a été difficile de créer du lien. J'ai quand même créé du lien avec quelques amis à moi qui venaient de divers horizons, mais si vous voulez, en réalité, les amis que j'ai encore aujourd'hui, et avec lesquels on se sent un peu plus, avec lesquels on se sent proche, c'était des personnes avec le même profil social que moi. D'ailleurs, elles venaient de Goussainville et de Villiers-le-Bel, donc du 95. Spatialement, c'est très proche. Après, ça m'a pas non plus empêché de m'ouvrir aux autres et les autres aussi, de s'ouvrir à moi. Mais après, on n'a pas créé les mêmes amitiés. Et puis, il y a des moments où j'ai subi la violence symbolique de plein fouet, enfin une claque au visage, où là, on se dit effectivement, ah ouais, on ne vient pas du tout du même monde. Et j'ai une anecdote que je raconte souvent parce que vraiment pour moi, ça a été aujourd'hui, sociologiquement, je l'explique, mais sur le coup, ça a été hyper violent. Enfin, d'ailleurs, Bourdieu parlerait de violence symbolique. Mais je parlais avec une fille de Dauphine, Alice, qui était très gentille, mais qui venait pas du tout du même milieu social. Je pense qu'elle devait venir probablement de la bourgeoisie. Et elle me dit qu'à son anniversaire, elle avait demandé une montre. Et moi, hyper naïvement, parce que je connais la marque Swatch, pour moi c'était une marque, pas une marque de luxe, mais une marque connue, une marque qui avait son magasin aux Champs-Élysées, et hyper naïvement, je lui ai dit « Ah, mais je sais pas si tu as vu, mais chez Swatch, ils font de super jolies montres. » Et elle me regarde, elle me dit « Non, mais Swatch, c'est pour les PD, moi je veux une montre Hermès. » Alors, cette anecdote, elle me fait rire, mais en même temps, elle en dit long, parce qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'on vient pas du même monde. J'en jouais un petit peu de temps en temps, et puis je me souviens quand j'étais en L2 pour rigoler, on m'appelait. Alors c'était vraiment pour rire, et d'ailleurs ça avait été amené par moi, ce genre de blague. C'était vraiment pas humiliant pour le coup, mais on m'avait appelé une fois Marianne du Tchékar. Voilà. Mais ce qui est assez drôle, c'est que à la fois à Dauphine, je me sentais pas à ma place, parce que je me sentais pas toujours à ma place. D'accord, parce que j'étais pas non plus exclue, j'étais pas le paria mis de côté, je me sentais pas toujours à ma place. J'ai vécu des petits moments de violence symbolique comme celui-là, mais en même temps à Garges-les-Gonesse non plus. J'ai le souvenir d'une cousine à moi, un soir on était sortis tous ensemble, et elle m'avait dit, mais pareil, pas méchamment, pas pour se moquer, elle m'avait dit mais toi t'es pas comme nous, tu fais bourgeoise. Voilà. Et de la même manière, quand j'ai été assistante pédagogique à Simone de Beauvoir, j'habitais dans la même rue que le lycée. Et un jour, les élèves me demandent d'où je viens, et je leur dis de Garges-les-Gonesse, et les élèves pensaient que je venais de Paris. Et en fait, c'est vraiment en même temps à Dauphine, j'avais pas les codes, etc. Mais j'avais pas non plus tous les codes de mon milieu social qui faisaient qu'on me considérait un peu différente à Dauphine et qu'on me considérait différente même dans mon milieu social. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas difficile à vivre, ça m'a jamais dérangée. Je me suis jamais sentie moins importante que quelqu'un. Mais voilà, parfois on se demande quand même finalement si à Gare je suis pas comme les autres et qu'à Dauphine je suis pas comme les autres, à quel moment je suis un peu comme les autres, quoi. Donc voilà. En faisant une petite aparté, c'est un peu parfois le problème des binationaux, entre guillemets, des gens qui se sentent pas forcément chez eux à un endroit et pas forcément chez eux à un autre endroit. Et
Et, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Comment as-tu expliqué à ton entourage tes choix d'études et ton choix de carrière? J'ai pas eu à l'expliquer. Je pense que j'ai toujours été une bonne élève, que ma famille l'a su. Hein. Ma mère a fait le choix de me mettre dans le privé, et donc moi, mais d'ailleurs pas que moi, j'avais un cousin aussi qui lui avait fait une S. On était un petit peu, voilà, on avait l'espoir de ma famille. Et quand je parle de ma famille, c'est la famille élargie. Hein. Mes tantes, mes oncles, parce que moi j'ai eu la chance de grandir avec toute ma famille dans la même ville. Voilà. Donc voilà, on était un petit peu, on représentait ceux qui allaient réussir à l'école et qui allaient connaître justement une ascension sociale. Alors peut-être qu'ils avaient des projets un peu plus prestigieux pour moi qu'enseignant. Mais dans tous les cas, j'ai pas eu besoin d'expliquer, j'ai pas eu besoin de... Ça s'est fait naturellement. Et encore une fois, j'ai eu le soutien de ma mère qui m'a toujours dit que je pouvais vraiment faire ce qui me plaisait. Mais enseignant, c'est prestigieux. Hein. Je le rappelle à nos auditeurs, être enseignant, c'est un très beau métier, c'est un des plus beaux métiers du monde, un métier assez dur, mais c'est un très beau métier. Justement, étant donné que tu es enseignante en SES, donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, parce que comme tu l'as dit, souvent on dit oui, il faut aller en S, et pourtant il y a de très belles réussites aussi en passant par ES. Alors en fait, et c'est ce que je me tue à dire aux élèves, il y a de très belles réussites, quelle que soit la filière que les élèves choisissent. On pense qu'une S va ouvrir toutes les portes, c'est pas vrai. Une S ouvre toutes les portes si vous êtes excellent en S, d'accord? Mais une ES, donc économique et sociale, de faire cette spécialité, c'était plus adapté à mon profil, et honnêtement, aujourd'hui, j'aurais pas eu ce parcours-là, j'aurais pas été admise à Dauphine si j'avais été en S. D'abord, parce que j'avais pas un profil de S. J'étais pas à l'aise dans les matières scientifiques, donc j'aurais très probablement jamais été la première de ma classe, ou au prix d'un très lourd, de beaucoup d'efforts. Et encore, parce qu'il y avait des élèves vraiment brillants, j'avais des amis en S qui étaient vraiment, vraiment brillantes. Voilà, j'aurais pas eu ce parcours-là, j'aurais pas été la première de ma classe. Et puis en fait, je trouve que c'est vraiment dommage que tous les élèves, quelle que soit la filière, ne fassent pas des sciences économiques et sociales. Voilà. Ça devrait être obligatoire, ça devrait faire partie du tronc commun. Tous les élèves, quelle que soit la filière choisie, devraient faire pas seulement 1h30 en seconde, comme ça l'est depuis cette année, mais faire des SES de la seconde jusqu'à la terminale, parce que vraiment, ça m'a permis de comprendre sur moi, sur mon état, sur ma situation, des choses que j'aurais jamais pu comprendre autrement qu'avec des explications sociologiques. Et la sociologie, dans mon cas, a été vraiment libérateur. Mais de la même manière, ça sert à rien d'aller en ES si on n'a pas le profil pour une ES. Si jamais j'ai des élèves qui ont peur de la STMG ou qui ont peur des bacs pro, parce que malheureusement, ce sont des filières qui jouissent de très mauvaise réputation, et pourtant, un très bon élève de STMG peut aussi faire de très bonnes études. Voilà. Ou comme je le dis, un élève de bac pro qui fait quelque chose dans la cuisine, ou qui peut aussi avoir une grande réussite. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des filières qui sont hiérarchisées, on a des voies qui sont hiérarchisées, on a des parents qui n'écoutent pas toujours les conseils des enseignants. Moi, j'ai eu de la chance parce que ma mère n'a pas foncé, elle a quand même écouté ce que lui a dit l'enseignant. Donc, on a des parents qui n'écoutent pas les enseignants, on a des enfants et en fait, tout ça, c'est nourri que par des a priori, que par des représentations de la réalité qui ne sont pas la réalité en elle-même. Et du coup, on a des élèves hyper mal orientés. Moi, par exemple, dans ma classe de terminale en ES, j'ai beaucoup d'élèves qui demandent finalement des BTS parce qu'ils ne veulent pas poursuivre dans des études longues. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas prioritaires sur les BTS. Les élèves qui sont prioritaires sur les BTS, c'est les élèves de STMG. Donc, j'ai envie de dire, si tu ne veux pas faire d'études longues, si tu as un rapport assez compliqué à l'école, il vaut mieux que tu fasses une très bonne STMG, tu seras probablement plus facilement pris en BTS que si tu fais une ES médiocre. Et moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les résultats sur Parcoursup, et j'ai de nombreux élèves qui n'ont rien parce qu'ils se sont mal orientés.
parce qu'ils ont préféré faire des filières dans lesquelles ils allaient être en difficulté, parce qu'ils pensaient que le prestige de la filière suffirait à combler les difficultés, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, s'orienter correctement, c'est, à mon avis, une étape importante pour réussir, et quelle que soit sa conception de la réussite. Mais après, encore une fois, quand on regarde les chiffres, qui s'oriente plus vers les filières STMG, ben forcément, qui s'oriente le plus vers les filières les moins prestigieuses, ben malheureusement c'est toujours les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés, donc les classes populaires, et ceux qui s'orientent le plus vers des filières prestigieuses, renommées, etc. Ce sont les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Et c'est comme ça que se reproduit les destins des individus, par rapport à ceux de ses parents. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les filières, sur le prestige des filières, mais pas un travail seulement en tant que famille ou en tant que professeur, mais vraiment au niveau de l'éducation nationale pour revaloriser des filières et voilà. Et un travail d'information, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la plupart des élèves que j'ai en terminale, et pourtant moi je suis dans un milieu, j'enseigne à Maison-Alfort, donc c'est pas des classes populaires, mais voilà, des élèves qui n'ont jamais entendu parler de certaines écoles, comme moi à leur époque, qui savent pas ce que c'est qu'une prépa, et comme ils savent pas ce que c'est qu'une prépa, ils ont peur des prépas. Moi, mes meilleurs élèves cette année n'ont pas demandé de prépa. Ils n'ont pas demandé de prépa. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'une classe préparatoire. Et ils ont peur. Ils ont peur de la concurrence, ils ont peur de pas être assez bons, etc. Voilà. Merci Mariam. Ce que tu as dit est très important. Justement, pour conclure, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui a envie de réussir? Je sais pas. Dire quel conseil je donnerais à un jeune. Alors, je vais dire le conseil que je donne à mes élèves et que je donnerais à n'importe qui. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et que j'aurais aimé qu'on me donne. C'est de ne pas se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Je veux dire, les institutions de manière générale et notre entourage s'en occupent déjà assez pour que nous, on s'en rajoute. Voilà. Et il faut qu'on ait confiance en nous, parce que si nous-mêmes, nous n'avons pas confiance en nous, personne n'aura confiance en nous à notre place. Donc, il faut tenter. C'est pas grave. Il vaut mieux tenter et échouer que de se dire, je suis pas assez bon pour ça, je tente pas. Parce que si je m'étais écoutée, aujourd'hui, je serais pas professeur de SES. Si je m'étais écoutée, j'aurais pas fait Dauphine. Et surtout, si j'avais écouté les autres, parce que je me souviens d'une rencontre avec d'anciens élèves où une fille m'a clairement dit, mais écoute, moi, Dauphine, je l'ai pas eu, tu l'auras jamais. Voilà. Et bizarrement, dans mon caractère, j'accepte de pas avoir confiance en moi, j'accepte de me mettre des bâtons dans les roues, mais je tolère pas que ça vienne des autres. Et donc, le fait qu'elle m'ait dit ça, que c'était même pas la peine de postuler, quelque part, ça m'a transcendée, et ça m'a poussée à réussir. Donc, le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est essayer. Échouer, c'est pas grave. Mais pas essayer, c'est problématique. Parce qu'en réalité, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si d'une année à l'autre, il ne va pas y avoir, comme cette année, par exemple, pour le baccalauréat, des circonstances exceptionnelles qui font que le baccalauréat, les élèves l'ont obtenu par rapport à leur contrôle continu. Voilà. Parfois, il y a des circonstances exceptionnelles qui jouent en la faveur de certaines personnes. Et le problème, c'est que si on n'essaye pas, si on ne joue pas le jeu, si on ne croit pas en soi, on ne pourra jamais profiter de ces circonstances exceptionnelles. Et parfois, tout simplement, le talent, on l'a, mais on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas le voir nous-mêmes. Voilà. Donc, tenter. Il vaut mieux tenter et échouer que de ne pas tenter. Et par contre, ce que je dirais aux enseignants et aux adultes qui m'écoutent, c'est de ne pas hésiter très tôt à parler aux élèves des opportunités qui s'offrent à eux, de parler aux élèves des classes préparatoires, de leur expliquer ce que c'est qu'une classe préparatoire, de leur parler des grandes écoles, de leur parler de l'ENS, de leur parler de Polytechnique, de leur parler de Centrale, de leur parler de l'ENA, de leur parler de Sciences Po, etc. Des grandes écoles, parce que peut-être que plus on fera naître chez eux des vocations ou un intérêt en tout cas pour les grandes études, et plus ils seront aptes à s'y préparer.
Voilà. Mais je pense que l'école joue un rôle important, en fait, c'est l'institution doit jouer un rôle important. Voilà, dedans. Et moi, j'ai été enseignante dans des milieux populaires, enfin, j'étais assistante pédagogique ou professeure documentaliste. Et j'étais aussi animatrice et j'ai beaucoup parlé aux gamins que j'avais dans ces milieux-là. Et je me rends compte qu'en fait, ils connaissent pas grand-chose. Souvent, les métiers qu'ils connaissent, et les métiers pour eux qui sont des métiers socialement reconnus, c'est avocat, ingénieur, médecin. Et souvent, les autres métiers, ils ne les connaissent pas. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute puisque souvent, leurs parents, c'est pas des métiers que leurs parents font. C'est pas des métiers que leurs parents font. Enfin, je connais personne qui habite à Garges-les-Gonesse et qui m'a dit un jour, moi, mon père, il est contrôleur de gestion ou il est gestionnaire de patrimoine dans une grande banque. Voilà. Ou il est trader. Donc, ce sont des métiers qu'ils connaissent pas. Ils sont entourés de personnes qui ont le même profil sociologique qu'eux, qui font les mêmes choses qu'eux, ou dont les parents font à peu près les mêmes métiers, etc. Et du coup, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas. Et quand on ne connaît pas, eh ben, on peut pas se préparer. Voilà. Donc, c'est important d'en parler. Voilà. Et c'est aussi important notre ministre de l'Éducation nationale qui avait expliqué que la sociologie c'était problématique parce que c'est trop pessimiste. En réalité, ça me semblerait important que tout le monde fasse de la sociologie, et y compris les enseignants, et même surtout les enseignants, peu importe la discipline, parce qu'en fait, on se rend compte de choses, de difficultés qu'ont nos élèves dans certains domaines, qui ne sont pas en réalité des difficultés individuelles, mais qui sont des difficultés collectives, qui sont des difficultés sociales, et pour lesquelles il ne faut pas lutter comme si c'était une difficulté individuelle. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un élève qui est en terminale, parce que moi j'en ai, sait pas écrire correctement, c'est pas parce que c'est un élève qui est bête, c'est parce que certainement c'est un élève qui a grandi dans un milieu social où la maîtrise du langage n'est pas la norme la plus importante. Et donc il arrive avec des difficultés. Mais dire cet élève-là est nul en français, ça n'a aucun intérêt. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il se retrouve ce type d'élève-là avec tel type de profil à tel type de difficulté pour agir dessus. Et encore une fois, moi, pour avoir travaillé dans différents milieux, parce que j'ai aussi été à Créteil, j'ai été à Garges, etc., je me rends compte que des élèves de milieux populaires, en tant qu'enseignant, il ne faut pas avoir la même approche que des élèves d'autres milieux. J'ai été à Nogent, par exemple. Les élèves de Nogent n'attendent pas en tant que professeur la même chose de moi que mes élèves de Créteil. Et alors, ça peut paraître aussi paradoxal de dire qu'il faut les traiter différemment. Alors attention, hein, je dis pas il faut les surnoter, etc. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ces élèves-là ont des attentes qui sont un peu différentes, ont des difficultés qui sont différentes, et il faut qu'on sache les identifier, et il faut aussi qu'on sache s'y adapter. Voilà. Il faut qu'on soit un peu élastique en fonction du milieu dans lequel on enseigne et en fonction de notre public. Et je pense vraiment que les enseignants ont un rôle à jouer hyper important. Maria, merci beaucoup pour ce témoignage et pour cette prise de position forte, mais très 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 intéressante. J'espère que nos auditeurs apprécieront ton témoignage et même tes recommandations, parce que tu as quand même dit que tu n'avais aucun conseil. Après, tu y es allé. Mais voilà, mais c'était génial. Merci beaucoup pour ton parcours et à bientôt. À bientôt. Bravo. Vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association de l'ascenseur social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.